Bon, alors, comme j'ai pas envie d'aller dans un bar où il y a tous les touristes, et ben, je vais aller boire un coup dans un petit bar local et celui-là me paraît pas mal. Et c'est parti pour 28 km jusqu'à Logroño, qui est la capitale de la Rioja. Donc je vais quitter la Navarre aujourd'hui pour entrer dans une province célèbre pour son vin. On va peut-être parler de pinard. Il est un peu plus de 7 heures du matin. Ça veut dire que je pars plus tôt que d'habitude pour deux raisons. La première, c'est qu'à 6 heures, tout le monde s'est levé dans le dortoir. Du coup, j'ai suivi le mouvement. Et la seconde, c'est parce que j'ai un peu plus de kilomètres à faire, donc je pars plus tôt. Alors il y en a quand même qui sont partis à 6 heures du matin, donc quand il faisait nuit, et ils m'ont dit que c'était pour voir le soleil se lever. Mais comme le ciel est couvert partout, ça va être compliqué. Tu vois, si tu mettais des roulettes sur ta coquille et que tu la faisais transporter, eh ben tu avancerais plus vite et tu te fatiguerais moins. Et je te signale que si tu veux aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, il faut que tu tournes à droite. Hein. Alors il est 8h moins le quart à peu près, il y a déjà pas mal de monde sur le chemin. C'est calme ce matin. Ah, une des rares portions goudronnées de cette partie espagnole. Parce que jusqu'ici, je n'ai eu quasiment que des chemins de terre. Ce qui est plutôt agréable d'ailleurs. Et en bas, tout là-bas, le village de Torres del Río, dans lequel je vais passer tout à l'heure. Allez, 9h moins 10, c'est l'heure du sandwich au chorizo. Bien, cette pause café, sandwich, omelette, fromage, chorizo m'a requinqué. Donc il est temps de repartir, il me reste à peine 20 km à faire. Reprenons donc notre série, nous en étions restés à l'an 722 après la bataille de Covadonga. Bataille d'ailleurs qui reçut deux interprétations en fonction du camp dans lequel on se place. Pour les chrétiens, ça a été une grande victoire contre l'envahisseur musulman. Pour les musulmans, c'était une petite escarmouche. Ils avaient vaincu les chrétiens et de toute façon, les dromadaires avaient mangé des cochonneries, le terrain était lourd, donc c'était pas la peine de les poursuivre. C'est marrant ça, c'est un peu comme les soirs d'élection, où personne n'a perdu, tout le monde a gagné. Toujours est-il que dès lors que les musulmans eurent envahi la péninsule ibérique, deux principaux foyers de résistance se révélèrent. Le premier, les Asturies, dont nous avons parlé à la bataille de Covadonga. Asturies dont les habitants sont d'origine celte. Et le deuxième foyer, c'est le foyer pyrénéen.
Et pour bien vous embrouiller, la suite après la minute. Ceci, ce sont des feuilles. Mais pas n'importe quelle feuille. Ce sont des feuilles de Olea Europa, plus connu sous le nom d'olivier, dont les plantations se multiplient au fur et à mesure que j'avance. L'existence d'oliviers sauvages est avérée au Sahara dès 11 000 ans avant notre ère. À la faveur du changement climatique installant un climat méditerranéen autour de la mer Méditerranée, l'olivier va peu à peu s'installer en Europe à partir d'environ 8000 avant Jésus-Christ. La domestication des oliviers intervient aux alentours de moins 3800 à moins 3500. L'huile d'olive est bien connue pour ses qualités gustatives et nutritives. Mais l'olivier, c'est aussi le symbole de la paix, qui est présent sur le drapeau des Nations Unies. Et comme un olivier peut vivre très vieux, plus de 1000 ans, les branches d'olivier sont aussi présentes sur les costumes des membres de l'Académie française. Ouais, faut dire que l'âge de certains membres de l'Académie française approchant l'âge des oliviers les plus vénérables, c'est pas étonnant. Voilà, c'était la minute arboriculture de cette étape. Bien, nous en étions donc au foyer de résistance des Asturies. On verra le foyer de résistance pyrénéen un peu plus tard. Après la victoire de Pélage à la bataille de Covadonga en 722, les Arabes se retirent un peu plus au sud. Ils ne voient pas trop l'intérêt de contrôler une région montagneuse, pauvre en ressources. De toute façon, on n'y fait pas de pinard, donc ça vaut pas le coup. Vous me direz que les musulmans ne boivent pas de vin. Donc, qui est ou pas du pinard, ils s'en moquent un peu. Oui, enfin bon, c'est pas parce que les textes religieux disent qu'on peut pas boire d'alcool qu'il faut les suivre à la lettre. Hein. Allez demander aux monarchies du Golfe la suite après les Américains qui parlent fort. Donc, les Arabes laissent le petit royaume des Asturies se développer. Leur regard se tourne plutôt vers le nord et vers le royaume des Francs, l'Empire carolingien. On sait ce qu'il en advient en 732. Et dès lors que les musulmans ont été repoussés à Poitiers, la contre-offensive des rois chrétiens commence à s'organiser. Donc c'est aussi pour cette raison que les musulmans laissent tranquille un temps le royaume des Asturies. De 739 à 757, c'est Alphonse Ier qui sera roi des Asturies, succédant ainsi à Pélage, et qui étendra le royaume jusqu'à Astorga et Léon, dont il fera sa capitale. Léon, où, si tout va bien, je passerai d'ici pas mal de jours, parce qu'il y a encore une trotte. À noter que la femme d'Alphonse Ier s'appelait Hermesinde. Hermesinde. Le royaume des Asturies continue de s'étendre au point d'englober la Galice et au point où les musulmans commencent à s'inquiéter de cette extension et organisent des raids réguliers sur son territoire. Dans le même temps, le royaume des Asturies devient de plus en plus lié avec l'Empire carolingien, en particulier après la découverte de la tombe de Saint-Jacques de Compostelle, qui contribua à lier
le monde chrétien. Voilà pour ce foyer de résistance des Asturies. On va passer maintenant au foyer pyrénéen. Alors que devant moi, dans le lointain, se profile ce qui doit être les faubourgs de Logrogno, qui est encore à une bonne dizaine de kilomètres. Mais comme Logrogno est une grande ville, je sens que je vais marcher pendant un moment dans les rues. Et là-bas, il y a une bande de marcheurs et de cyclistes pour qui le danger de la route semble de rien signifier. C'est moi ou on est en Angleterre pour qu'il roule à gauche comme ça? Ah, voilà au moins qui a compris. Vous allez me dire que c'est leur problème. En fait non, c'est pas que leur problème. Hein, parce que si jamais une voiture qui arrive en face fait un strike sur les cyclistes alors qu'ils sont à côté de pèlerins qui marchent, et ben les cyclistes font un strike aussi sur les pèlerins. Et vu la vitesse à laquelle roulent les voitures sur cette portion de route, recevoir un cycliste à la vitesse de 90 km à l'heure, ça doit pas faire du bien. Bien, c'est pas tout ça, mais ça fait pas avancer notre Reconquista. On va donc passer au foyer pyrénéen. Le foyer pyrénéen, à l'origine, c'est le royaume de Pampelune, qui s'appellera plus tard royaume de Navarre. L'origine de ce royaume, c'est la famille des Banouxi qui signe un accord avec les Mouladi de Tudela. Voilà, comme ça, c'est clair, ils ont tout de suite compris. Qu'est-ce qu'un Mouladi? Un Mouladi, c'est un chrétien converti à l'islam. Mais un Mouladi, ça peut aussi bien être le fils d'un couple chrétien-musulman qui est de religion musulmane. Voilà, ça c'est pour le Mouladi. Mouladi, à ne pas confondre avec Mozarabe. Mozarabe, qui est un chrétien non converti à l'islam, vivant dans un territoire sous domination musulmane. Des chrétiens qu'on appelle Mozarabes. Je sens que Zemmour va en faire une rechute de jaunisse. La suite, après l'escale technique, parce qu'il y a une haie et puis qu'il n'y a personne devant, personne derrière, à moins de 300 mètres. Je fasse vite. Bien, ces détails triviaux étant réglés, poursuivons. Le premier roi de Pampelune sera Erisco Arista. Enego Arista, qui sera roi de Pampelune, puis des comtés catalans, d'Aragon et de quelques autres territoires dont j'ai oublié le nom. Parce que t'as pas bien appris tes leçons. Au Xe siècle, la famille Jimena remplace la famille Arista. Et Sanché Garcés Ier, qui est le premier roi de cette dynastie, finira par contrôler la Navarre originelle, la Rioja et le Pays Basque. La suite après la côte. Plus tard, des unions dynastiques permettront de prendre le contrôle des comtés de Castille, qui dépend de Léon et d'Aragon. Une union dynastique, c'est un peu comme quand vous vous mariez. Ça vous permet de prendre le contrôle de la cave de vos beaux-parents. Ça manquait quand même de pinard, cette histoire.
En fait, la suite après la pause café. Bien, après cette pause café, il me reste à peu près un peu moins de 10 km à faire. Donc il est quoi, 11h30, ça veut dire que j'ai pas mal avancé aujourd'hui. Ça, c'est cool. Ce foyer de résistance pyrénéen constituera en quelque sorte une zone tampon entre l'Empire carolingien, qui finira par disparaître en 841, non sans auparavant avoir conquis Barcelone en 801, et le monde musulman de la péninsule ibérique. Voilà qui conclut pour aujourd'hui cet épisode sur la Reconquista. Demain, on commencera au Xe siècle. Xe siècle qui commence à l'an 900. Et j'en profiterai pour faire un petit résumé de la situation. Voilà, donc ça doit bien être les faubourgs de Logrogno qui se profilent sur la gauche. Et il y a à peine 20 minutes, j'ai vu un panneau Logrogno 11 km 400. Et là, je viens d'en passer un à Logrogno 6 km 800. Je ne pense pas que je sois allé aussi vite. Comme quoi, la fiabilité des panneaux est toute relative. Alors, il faut savoir que pour le balisage, les coquilles ont un sens. Là, je dois aller sur la droite. Et passer au milieu de ce petit bois de pin. Et j'aime bien les pins. Surtout avec du saucisson ou du jambon. J'ai faim. Voilà, je quitte la Navarre pour entrer dans la Rioja. Et qu'est-ce qui fait la réputation de la Rioja? Son pinard! Ouais, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Alors, face à moi, Logrogno. Il doit me rester à peu près 2 ou 3 km à faire, à vue de nez. Et donc, en attendant d'arriver, je vais passer quelques bons jours. Alors hier, j'ai reçu un message d'un couple que j'ai rencontré sur la voie du Puy, du côté de Sog, donc au tout début. Donc Thierry et Monica, ça m'a fait super plaisir votre message. Et écoute, j'espère que Monica se remettra très vite de son problème de dos et que vous pourrez reprendre ce chemin dès que ce sera possible. Et comme je crois que vous aviez choisi le Camino del Norte, restez sur votre décision. Comme ça, vous aurez, je pense, un chemin plus authentique que celui qui est devenu le Camino Frances. Un bonjour aussi à Alain qui doit suivre ce vlog, qui doit maintenant avoir 1 ou 2 jours d'avance sur moi.
Bah écoute Alain, j'espère qu'on se retrouvera. En tout cas, ça m'a fait plaisir de chanter le chant des pèlerins avec toi à la sortie de Lectoure, me semble-t-il. C'était cool. Et puis bien entendu, un salut à Louis, à Xavier et à Daniel qui me suivent un jour derrière. Donc j'espère qu'on pourra se retrouver à Burgos et puis au bout aussi du chemin, histoire de s'hydrater après l'effort. Avec ou sans modération? On va dire sans. Allez les copains, ultreia. Et puis un salut à Sébastien aussi, je ne sais plus si j'ai donné le lien de mon blog. Et en tout cas, je suis content de voir que ton problème de périostite se résorbe et que tu as repris du poil de la bête. Et enfin, un salut à toutes celles et tous ceux qui me suivent et des gros bisous à ma petite famille. Voilà. Quand même, tu aurais pu faire ça de manière plus emphatique, comme à la cérémonie des Césars, avec sourire crispé et fausses larmes. Ça sent un peu la chaussette mouillée dans ce parc. C'est pas les miennes. Je traverse ce pont qui enjambe l'Èbre. L'Èbre, Rio Ebro, qui se jette en mer Méditerranée. Et comme d'habitude, maintenant, il faut que je trouve mon hébergement. Et là, c'est grand. Alors, normalement, c'est par là et après sur la droite. Et ça devrait être dans cette rue sur la gauche. Et je crois que c'est là. Je suis sûr que c'est une maison hantée. Bon, comme il n'y avait plus de lit en dortoir libre dans toute la ville, j'ai dû prendre une chambre. Et pour 30 €, ça va, je m'en sors bien. Voilà, fin de cette étape de 28 km, ma foi, qui s'est déroulée tranquillement. L'arrivée dans le Grogno, bon, était un peu longue, mais je m'attendais à ce qu'elle soit beaucoup plus longue et pénible. Demain, 28 km aussi jusqu'à Nájera, et ça va être plat, je pense, relativement plat. Voilà, maintenant, lavage de chaussettes, tout ça, douche. Mais je pense qu'avant, je vais aller manger un petit morceau parce que j'ai faim. En attendant, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. J'ai même une télé dans la chambre. Incroyable. Je suis tombé directement dans la rue des bars et des restos. Ça, c'est un hasard.